Les titres, Sarajevo se dégage de l'étau serbe, le pont aérien repris, la ville respire après 5 mois de blocus. Un noir à la présidence des États-Unis, l'ancien chef d'état-major de l'armée, héros de la guerre du Golfe, Colin Powell, à la faveur des sondages. La journée du patrimoine en France, quelque peu gâchée par les mesures de sécurité qui ont obligé à la fermeture de plusieurs sites, mais le succès ne s'est pas démenti. Une découverte anglaise, une simple graine d'arbre venue des Indes pourrait rendre toutes les eaux potables. Madame, Monsieur, bonsoir. Qui a dit que l'argent ne faisait pas le bonheur? Cet après-midi à Metz, Philippe et Marie-Ange se sont officiellement mariés, avec une dot de près de 10 millions de francs. La somme qu'ils avaient gagnée très exactement ensemble l'année dernière au loto, mais entre-temps, Philippe avait abandonné sa petite amie et son bébé, mais il est heureusement revenu au bercail. Et aujourd'hui, les amants du loto sont bel et bien réconciliés. Ludovic Fossard, Sylvain Gauthier. Voilà un vrai baiser d'amour pour un couple qui fait figure de miraculé. Car Philippe et Marie-Ange, les héros de la jolie histoire d'aujourd'hui, ont longtemps préféré au banc de l'église ceux des tribunaux, se disputant 10 millions de francs gagnés au loto il y a un peu plus d'1 an. Ils ont galéré pas mal et la manne qui tombe du ciel, je pense que ça les a un peu perturbés. Aujourd'hui, on a donc tout oublié, les vieilles querelles, le départ de Philippe et le procès de Marie-Ange, pour du vrai bonheur, plein de « je t'aime mon amour ». Bref, un mariage pour le meilleur c'est sûr, car le pire est déjà passé. On a effacé, on a oublié, alors on n'a plus rien d'autre à dire de derrière, quoi. Mais non, c'est le. On tourne la page et puis on recommence à zéro. Voilà. C'est quoi les projets là? Beaucoup d'enfants. J'en veux beaucoup. Voilà donc une histoire qui se termine comme un conte de fées sur fond de gros cylindrés, car c'est bien connu, l'argent ne fait pas le bonheur, mais ça aide tout de même. Les journées du patrimoine en France, un succès qui ne s'est pas démenti depuis leur création il y a 12 ans maintenant. 6 millions de visiteurs l'an dernier, sans doute un peu moins cette année car les attentats ont empêché l'ouverture de certains sites et ceux qui sont restés ouverts sont très étroitement surveillés. Exemple, la résidence du président de la République, l'Élysée. Maryse Burgot, Didier Rancoeur. Il ne sera pas dit que les Français manquent de patience. Merci beaucoup, messieurs. Merci, c'est gentil à vous. Ils étaient plusieurs centaines cet après-midi à vouloir visiter l'Élysée. Mais cette 12e journée du patrimoine ne fut pas tout à fait comme les autres. En cette période d'attentat, les mesures de sécurité ont été draconiennes et les ordres ne souffraient pas d'exception. Palpation des personnes et détection de tout ce qui peut être dangereux. Et lorsque les visiteurs avaient enfin atteint les portes de l'Élysée, ils avaient droit à un deuxième contrôle. Vous vous dirigez vers le sas et vous posez les objets avant. Des contrôles qui ont largement ralenti l'accès à certains édifices, mais que visiblement beaucoup de gens ont compris. Avec tout ce qui se passe, j'estime qu'il doit y avoir une très grande sécurité. Et le clou de la visite, ce fut bien sûr le salon Murat. C'est là que chaque semaine se tient le Conseil des ministres. C'est splendide. Je trouve que bien que ce soit le président de la République, ça devrait être plutôt classé monument historique et puis qu'il habite un peu à côté. Plus loin dans Paris, d'autres patientaient pour visiter le Palais Royal, le Conseil constitutionnel ou la Bourse de Paris. Plus loin encore, d'autres se cassaient le nez à l'Assemblée nationale, qui ne sera ouverte que demain. En fait, à cause de la récente série d'attentats, une trentaine de sites sur 130 n'ont pas été ouverts. On tourne depuis ce matin 10 heures et on veut voir quelques ministères, mais c'est fermé aussi. Demain, l'hôtel de ville sera ouvert et l'on pourra même, pour la première fois, y visiter le bureau de l'ex-maire de Paris, Jacques Chirac. La ville de Sarajevo respire à nouveau aujourd'hui. 7 avions d'aide humanitaire se sont posés aujourd'hui sur l'aéroport. Des convois de camions ont emprunté la route d'accès à la capitale bosniaque qui a été dégagée. Et même si tout cela reste provisoire, la population apprécie ces moments de liberté après 5 mois de blocus total. Olivier Lerner. 5 mois qu'on n'avait pas vu le moindre appareil volant se poser à Sarajevo. Sous l'œil vigilant des casques bleus, cet aéroport reprend vie. Peu à peu. Aujourd'hui, 7 avions au total ont été recensés. Petit trafic.
Le pont aérien se remet doucement en place. C'est une machine très sophistiquée, très longue à relancer. Il faut réquisitionner des appareils, établir des plans de vol compliqués. Problème logistique en amont. Plusieurs jours seront nécessaires pour acheminer une véritable aide humanitaire digne de ce nom pour 300 000 personnes. Mais surprise pour les chauffeurs, ça passe sans difficulté aucune au point de contrôle. On est allé tout droit, sans détour, sans attendre, déclare ce conducteur tout excité par la reprise de sa mission humanitaire. La farine, le pain, les gâteaux, à Sarajevo, le commerce se reprend déjà à base de produits frais, voire extra frais. Un plaisir immense pour cette population frustrée, privée depuis des mois de l'essentiel. Mais tout le monde ne voit pas encore la vie en rose. Pour moi, c'est rien tout ça. L'aéroport sera vraiment ouvert quand je pourrai acheter un billet pour aller où je veux et quand je veux. Vous savez, le siège de Sarajevo n'est pas levé. Ce sera chose faite quand moi je me rendrai à la mer ou ailleurs sans avoir franchi de checkpoint. Et c'est tout. Au vu de cette image tournée ce matin carrefour Tito, Sarajevo doute encore de cet accord qui est censé protéger tout le monde. Et rien ne dit que les snipers ont raccroché leurs fusils. Parallèlement, l'armée bosniaque, profitant de la faiblesse toute relative des Serbes, a entrepris de dégager plusieurs villes encerclées, notamment la ville de Bihac. Une route a été ouverte qui la relie de nouveau au territoire bosniaque, le tout, vous le voyez, au prix de très durs combats. Sur le plan politique, le ministre de la Défense français, M. Millon, a rencontré ce matin le président bosniaque Izetbegovic, qui reste très sceptique sur la volonté des Serbes de retirer véritablement leurs armes lourdes pointées sur la capitale. Sur le terrain tout de même, nos envoyés spéciaux ont pu constater des mouvements réels de matériel serbe. Dorothée Lyrique, Laurent Amida, Stefano Poli. Reportage. Pour se battre, disent ces militaires, il suffit d'un cœur serbe et d'un fusil. Alors qu'importe, ils ont commencé à retirer leurs armes lourdes, mais la tête haute et le regard fier. Des chars, des canons, des mortiers, des mitrailleuses autotractées. Nous sommes à 10 km de Sarajevo, les Serbes sont en route pour sortir de la zone d'exclusion un peu de leur artillerie lourde. Il faut imaginer psychologiquement ce que peut penser le soldat serbe dans sa tranchée quand tout à coup on lui dit il faut retirer ton armement. Je pense qu'il y a quand même un petit moment, sans doute une petite difficulté. Mais tout nous montre qu'ils sont disciplinés. À partir de 100 pièces, on va se dire, ils ont l'intention, très sérieusement, de libérer Sarajevo de toute pièce d'armement libre. Aujourd'hui, on en est à combien ? On en est à 30 si on a bien compté avec votre camarade, puisqu'on était ensemble depuis le début. Une trentaine de pièces, un bon début, mais il faudra confirmer la réelle sortie de cet armement hors de la zone d'exclusion des 20 km autour de Sarajevo. L'ultimatum expire demain à minuit. C'est à ce moment que l'ONU fera le bilan de ce retrait et l'OTAN envisagera ou non la reprise des raids aériens. Officiellement, les Serbes ne veulent faire aucun commentaire sur ce retrait. Mais hors caméra, le commandant de ce poste m'a confié « Pour nous, ce n'est pas une défaite de voir passer tout cet armement vers la zone d'exclusion. On n'a pas mis longtemps à partir et s'il le faut, on ne mettra pas longtemps à revenir. » Ce serait un réel événement, un noir à la présidence des États-Unis. C'est tout à fait possible si l'on se réfère aux intentions de vote actuelles des Américains. 46% d'entre eux estiment en effet que l'ancien chef d'état-major de l'armée, héros de la guerre du Golfe, le général Colin Powell, 58 ans, ferait un très bon président. Il devance même Bill Clinton et le sénateur américain Bob Dole. Il pourrait se présenter soit comme candidat indépendant ou républicain. Ce serait en fait l'incarnation du rêve américain pour cet homme d'origine jamaïcaine qui a connu une jeunesse difficile dans le quartier du Bronx à New York. À Washington aujourd'hui, Philippe Gassot a rencontré Colin Powell qui dédicaçait justement ses mémoires qui viennent de sortir. On ne sait toujours pas si le général Powell, né à Morningside Avenue à Harlem en 1937, va se lancer dans la course à la Maison-Blanche. Mais ce qui est certain, c'est qu'il est accueilli en véritable candidat. Les Américains aiment les belles histoires, celle de Colin Powell en est une. Le fils d'immigrés jamaïcains ira de Kelly Banana, un coin pourri du Bronx, jusqu'à la Maison-Blanche, à côté du président, en passant par l'école gratuite. Tout est là. Je dois prendre ma décision avec ma famille et pas sous la pression de ceux qui me le demandent tout le temps. Je déciderai si c'est bon pour moi, pour mon pays et pour ma famille. Questionné dans la foulée sur le parti qu'il compte soutenir, il nous répondra en français, s'il vous plaît. Je ne sais pas. Il n'a pas choisi entre républicains et démocrates. Il est ici, près de Washington, pour dédicacer son livre.
Mais c'est plus qu'un phénomène de librairie, c'est un véritable test vraie grandeur. Le premier tirage sera de 800 000 exemplaires, ce qui n'est pas rien quand le lecteur se veut aussi électeur. La gauche et la droite l'aiment et je pense qu'il peut tenir le pays ensemble. Nous avons énormément de problèmes sociaux dans ce pays. Pourquoi le soutenez-vous? Il est intègre. Les Américains ont besoin de héros. Et jusqu'à maintenant, on est un peu désappointé par la politique. Et je pense que Powell est l'homme qu'il faut. Ça vous gêne pas qu'il soit noir? Pas du tout. L'Amérique est prête pour ça. Si Colin Powell se décide à prendre part à la course pour la Maison-Blanche, il est bien certain que le jeu entre les républicains et les démocrates s'en trouvera bouleversé. Jean-Paul Defoulet cet après-midi pour la première fois le sol de l'Afrique du Sud. Il avait toujours refusé de s'y rendre du temps de la ségrégation raciale. Le voici à son arrivée à Pretoria, accueilli par Nelson Mandela, le président de la République. Il faut savoir que l'Afrique du Sud compte 3 millions de catholiques. C'est la deuxième religion du pays, à majorité anglicane et protestante. La religion catholique se développant surtout parmi la communauté noire. En France, M. Raymond Barre, dans le journal Le Monde cet après-midi, s'interroge sur l'action du gouvernement Juppé. Il estime qu'on ne doit pas réduire le déficit par des augmentations d'impôts, mais par de réelles diminutions des dépenses publiques, même si cela, dit-il, doit faire souffrir. Le Premier ministre, M. Juppé, dans un entretien à paraître demain dans le journal du dimanche, lui répond en quelque sorte par avance que sa priorité va bien à la réduction du déficit par la maîtrise des dépenses publiques. Tradition, la fête du journal communiste L'Humanité. Chaque année au Bourget, on chante, on mange des frites et des merguez et on parle aussi politique. Et en général, c'est toujours sous la pluie. Guylaine Chenu, Frédéric Faure, reportage. Avec le temps, les habitués sont devenus prévoyants. C'est une tradition. La fête des communistes se fait toujours dans l'humidité. Aujourd'hui, c'est aussi leur rentrée politique. Première impression. Difficile, hein. Très difficile. Bon, il y aura, je pense, il va y avoir des actions. Les actions, elles commencent sur place. On soutient, on pétitionne, on vote même. Les jeunesses communistes organisent un référendum sur les essais nucléaires. L'argent, il est là, on va faire des essais nucléaires qui ne servent à rien, ça coûte 5 milliards, il faut transférer cet argent à l'éducation nationale. Non aux essais nucléaires, c'est le grand thème de la soirée. On en parle sur toutes les estrades, un peu moins dans le village international, et pas du tout sur le stand de la Chine, un pays qui n'a jamais arrêté les essais nucléaires. Est-ce que ce soir vous allez aller à la veillée contre les essais nucléaires? Non, je vais à l'espace collectivité. Ouais. Spectacles, expositions, débats, concerts, la fête de l'humanité accueille à bras ouverts les sympathisants et les visiteurs. Côté communiste, on voudrait bien faire durer le souffle de la campagne présidentielle de Robert Rue, cette petite brise du renouveau communiste. Les discours qui peuvent se faire sur le grand soir, sur tout est blanc ou tout est noir, ne correspondent pas ni à la réalité ni aux attentes des hommes et des femmes de ce pays. Donc on s'est mis mieux à l'écoute, je crois, et on cherche à concevoir une autre manière de faire de la politique. Et la nouveauté, c'est l'opposition constructive, une ligne définie par Robert Rue et qui résonne déjà comme un écho dans tous les stands. L'opposition, c'est l'opposition à la droite. Elle est constructive, pourquoi? Tout ce qui peut aller dans le sens des intérêts des gens, moi je dis, il faut le faire, c'est très bien. Sur la grande scène, pas encore de discours politiques, ils sont attendus pour demain. Ce soir, place à la musique et à tout le reste. Curieuse expédition des militants du DAL cet après-midi. Le droit au logement dans le 20e arrondissement de Paris. Ils ont occupé un hôtel de l'armée du salut, affirmant que des dizaines de chambres étaient inoccupées depuis 1 an. Vérification faite, seules 2 chambres étaient libres et seront occupées à partir de lundi prochain. Enquête sur les attentats en France. Le Premier ministre, dans une interview au journal du dimanche, affirme que l'enquête progresse et que la police a mis le paquet. Ce sont ses propres termes. À propos de l'action de la police, justement, M. Juppé regrette un manque de discrétion de la part de certains services. Parallèlement, un Algérien récemment extradé de Belgique et soupçonné d'être proche du GA vient d'être incarcéré à Paris. On part dans l'espace avec une sortie spectaculaire cet après-midi pour les équipiers de la navette américaine Endeavour. Il s'agissait en quelque sorte d'un défilé de mode pour tester de nouveaux scaphandres permettant de rester très longtemps dehors à des températures de moins 70 degrés. Patrice Pellet. Des gants tout neufs, des chaussettes bien chaudes, des chaussures extra confortables, Michael Gernhardt et Jem Moss sont sortis habillés de neuf,
tout à l'heure dans l'espace. La température là-haut est terrible, moins 80 degrés centigrades. La plus petite déchirure dans une combinaison, c'est simultanément la perte de l'oxygène et l'éruption d'un froid glacial qui tuerait à coup sûr les hommes de l'espace. Alors, ces nouvelles combinaisons, plus esthétiques, totalement repensées, protégeront mieux, pendant de longues heures, ces ouvriers de l'extrême. Car pour mettre en place Alpha, la station spatiale, il faudra 4 ans. Pour l'assembler, les astronautes devront effectuer de nombreuses sorties et passer des centaines d'heures, la clé à molette à la main, sans se plaindre du froid ambiant. La réussite du programme Alpha dépend donc en partie de ces costumes de l'espace. Des doudounes bien chaudes qui ont permis à l'équipage d'avoir l'œil sur le cyclone Marilyn à 340 km d'altitude. Je vous l'annonçais dans les titres, peut-être une véritable révolution pour les pays du tiers-monde. La possibilité d'avoir de l'eau potable en y plongeant simplement une simple graine. Cette graine vient de l'Inde et d'un arbre appelé moringa. Ses vertus sont assez extraordinaires, vous allez le voir. Ce sont des chercheurs anglais qui ont fait cette découverte. Bernard Lebrun, à Londres. C'est un jardin. Il était une fois un arbre magique nommé moringa, le moringa, qui produit ce drôle de fruit tout en longueur, un légume vert très apprécié en Inde, au point d'être mis en conserve. Un produit comestible donc que les Britanniques ont appelé baguette de tambour. Si on la fait sécher, cela donne ces espèces de noisettes qui, une fois écrasées, produisent cette merveilleuse huile de cuisine. L'huile de moringa. Bravo. Allez, on vous le remonte. Mais selon ce professeur Tournesol, ou moringa, puisque huile il y a, l'arbre magique qui pousse en Afrique possède une autre très ancienne vertu. Les propriétés de ces graines ont été découvertes par des femmes d'un village du Soudan. Pendant la saison des pluies, il y a toujours de la boue et de l'eau boueuse et stagnante partout. Or, ces femmes ont remarqué que sous le moringa, l'eau était très claire. En effet, les graines étaient tombées de l'arbre et ces protéines, servant de coagulants, avaient absorbé les saletés, clarifiant et purifiant ainsi l'eau. Démonstration sur le terrain dans les eaux tropicales du Malawi. À gauche, sans moringa. À droite, avec, après 1 heure d'action. C'est magique, mais surtout écologique et économique. Il n'y a absolument aucune raison pour que l'Ouest apporte ces solutions hautement technologiques. Ce que l'on doit faire, c'est revenir aux méthodes locales, que les indigènes eux-mêmes peuvent perpétuer quand les ingénieurs occidentaux ou européens retournent dans leur pays. Voilà. Il aura fallu 7 ans au professeur Folkard et son équipe pour démontrer les qualités scientifiques du moringa. Leurs conclusions sont aussi simples que colossales. Le moringa peut sauver des millions de vies dans le tiers-monde, à condition de planter très vite des millions de ces arbres magiques. Opération nettoyage de la planète ce week-end. En France, cette initiative n'a pas attiré les foules. Une vingtaine de personnes à Paris pour nettoyer les voies SNCF de l'ancienne petite ceinture. À Marseille, en revanche, succès plus net pour des plongeurs qui se sont attaqués au nettoyage de l'île du Frioul, un haut lieu de la plaisance. Alban Mikosi, Jacques Garniche. Comme elle a l'air propre et belle, la Méditerranée. Et pourtant, au fond, c'est un autre paysage. À 10 mètres seulement de profondeur, l'homme a abandonné les restes affligeants de notre civilisation que l'on qualifie volontiers de moderne. Je suis là pour nettoyer les fonds sous-marins parce que là moi j'ai plongé, l'eau elle est dégueulasse, alors on va essayer de faire en sorte qu'elle soit plus propre. Sortent des boueurs des mers, les volontaires de l'association Jeunes pour la Nature ont ainsi ratissé les fonds au large de Marseille et le résultat fait peine à voir. Il y a très peu de fond, c'est très joli, donc vous voyez aujourd'hui tous les bateaux qu'il y a, et encore on est au mois de septembre. Donc en été il y a des dizaines et des dizaines de bateaux, et ça jette les bouteilles, ça jette n'importe quoi, tout ce qui traîne ils le jettent quoi. Les calanques du Frioul sont effectivement très fréquentées le week-end et les plaisanciers manquent parfois un peu de civisme. L'an dernier, en 2 jours de plongée, les bénévoles de l'association avaient remonté plus d'1 tonne de détritus. Ouais, on trouve de tout. Par là-bas, on trouve des bouteilles de plastique, des canettes,
On a même trouvé un essieu de voiture avec la direction et tout. Il y a des potoirs, quoi. L'association appelle les mairies du littoral à investir davantage dans la protection de l'environnement. Après tout, il s'agit du patrimoine que nous allons laisser aux générations futures. Après la condamnation hier à Aix-en-Provence à 15 ans de prison de 2 appelés qui avaient, souvenez-vous, torturé l'un de leurs camarades, la hiérarchie militaire n'avait pas été mise en cause. Aujourd'hui, l'armée de terre reconnaît tout de même que dans cette affaire, il y a eu un défaut de transparence de la part de ses gradés. L'avocat général avait estimé que les 2 tortionnaires s'étaient en effet retrouvés dans des conditions qui avaient favorisé leur crime. C'est samedi. Rêvons un peu avec une exposition et une vente de yachts de luxe à Monaco. Olivier Théron, Franck Farrugia. Chrome étincelant, lignes racées, volant de grosses américaines et tableaux de bord de voitures, c'est la naissance du bateau de collection. On les avait oubliés dans des remises, ils pourrissaient sur des remorques. Heureusement, grâce à quelques passionnés, ces objets de culte, ces compléments indispensables à la jet-set des années 50, vont trouver une nouvelle jeunesse. Pour leur rendre hommage, sur les quais du port de Monaco, les passionnés ne manquent pas. Je veux acheter les bateaux Rivasa, pourquoi c'est un rêve des enfants. L'instigateur de cette vente n'est pas un inconnu. C'est lui qui déjà, dans les années 70, avait contribué à lancer la voiture de collection. La coïncidence n'est pas étrange quand on regarde le tableau de bord et la ligne de ce Super Florida avec son V8 285 chevaux. Un Riva qui d'ailleurs a appartenu à Gilbert Bécaud. Pour moi, Gilbert Bécaud, c'est un Riva. C'est les années 60 en plein. C'est une certaine façon de vivre décontractée, de pouvoir profiter de la vie, profiter du soleil, des jolies femmes, des plages merveilleuses, et puis de ces bateaux extraordinaires en acajou. Comparé au prix du marché et surtout aux millions flottants du quai d'à côté, ces cabriolets de la mer s'enlèvent pour des sommes presque raisonnables, de 10 à 15 000 francs pour un canot d'avant-guerre, 150 000 francs le Riva de Bécaud. Dans le sillage de la voiture de collection, le canot automobile est en train lui aussi de prendre le large. Le Bol d'Or, la course motocycliste qui se court au Castellet, en est à sa 5e heure et déjà des favoris sont éliminés à la suite de chutes. Yann Lavoie. L'une des raisons du succès du Bol d'Or, c'est très certainement ce départ spectaculaire devant 80 000 fanatiques venus de l'Europe entière. Comme à l'habitude, la lutte est toujours très ouverte entre les écuries Kawasaki, Honda, Yamaha et Ducati. C'est le Français Alex Vieira qui a bouclé en tête le premier tour de ce 59e Bol d'Or. Mais au commandement de la course, de nombreux leaders se sont succédés durant la première heure et demie. Des chutes, des pannes, des crevaisons ont sans cesse bouleversé le classement. Épargnée par la malchance, la Kawasaki numéro 11 du Britannique Reimer et du duo français Dorgex Battistini s'est emparée de la première place en fin d'après-midi. La Ducati de Stéphane Chambon, parti en pole position, mène la chasse. Puisque le titre mondial d'endurance sera attribué à l'issue de cette course, cela nous promet donc encore 18 heures de bagarre effrénée à plus de 200 km à l'heure. Et justement, à l'occasion de cette compétition, suivie par quelques 80 000 motards venus de toute la France et même d'ailleurs, la sécurité routière et la gendarmerie ont mis sur pied une opération de prévention des accidents baptisée du nom de code de Calmos. Marie-Hélène Bonneau, Jean-Louis Melin. Opération sécurité sur la route pour la grande migration des motards, nom de code Calmos. Autoroute gratuite, automobilistes et routiers plus sympas et une dizaine d'aires d'accueil au service des motards. Des espaces spécialement aménagés pour la détente et l'information, nettoyage de visière. Regardez avec quelle dextérité c'est fait. La vue, c'est la vie. Assistance technique, café gratuit, pas d'alcool. Les motards connaissent la nouvelle réglementation. La fête, ils ne la font pas sur la route. Mot d'ordre, prudence et vigilance. On insiste énormément, c'est justement sur la limitation de vitesse, qu'ils ne sont pas pressés pour aller au bol, que c'est une fête. Il faut absolument qu'ils arrivent là-bas décontractés, tranquilles. Que ce soit les motards, les automobilistes, il faut que chacun apprenne à rouler en sachant qu'il y a d'autres types de véhicules sur la route et en respectant les autres. Surtout, attention sur la route. Bon Bol d'Or. Comment ça se passe avec les voitures? Les voitures très sympathiques, elles se tirent un peu même à droite pour laisser passer. C'est impeccable. Qu'est-ce qui est le plus gênant quand il y a autant de motos, à votre avis, sur la route? Ah, ce serait plutôt le mariage avec les camions, les poids lourds, les motos, les voitures. Mais autrement... Sécurité toujours, avec également une campagne d'information sur le sida et distribution de préservatifs. Sortez casqué. Merci.
Les autoroutes plus cool ce week-end pour les motards, mais aussi les départementales qui mènent au Castelet. Bottes de paille sur les murets, gendarmes et CRS pour les conseils de circulation, double glissière le long des routes, ce que réclament partout les motards pour leur sécurité. La récompense est au bout du voyage, le plus important rassemblement de motards d'Europe, 24 heures de course et une grande fête dans l'enceinte du circuit, pas sur les routes. Sur deux roues maintenant, le Tour d'Espagne avec aujourd'hui à Valence la victoire de l'Allemand Wüst. Le Français Laurent Jalabert conserve son maillot jaune. La feria des vendanges à Nîmes, Bodega, Corrida, c'est la fête que ne manquerait pour rien au monde ce week-end les véritables aficionados. Stéphane Auman, Éric Georgeot. Il faut une année pour faire un raisin. Il faut 4 ans pour faire un taureau, c'est plus long. Mais c'est la même origine, c'est la même source. Et le vigneron eh bien, soigne ses raisins toute l'année pour les mettre à mort pour les vendanges. Aujourd'hui, au Masneuf des Costières, Didier Gibelin a mis à mort 40 tonnes de raisins. Lui qui fut notaire pendant 15 ans se consacre désormais à la terre, héritée de ses grands-parents, et au soleil. Sur le sable de l'arène de Nîmes, un petit prodige madrilène de 14 ans, El Juli, enchante la feria des vendanges. En Espagne, entre deux noviadas, il fréquente l'école de tauromachie et le lycée. Ce gamin là qui a des gestes extraordinaires déjà pour son âge, ça crée un plaisir qu'on pourrait comparer à un vin nouveau qui est porteur d'immenses qualités, quoi. El Juli a récolté 2 oreilles pour son premier taureau, les aficionados savourent. On dit d'un taureau bien travaillé qu'il boit la muleta. Le vigneron, lui, scrute la robe de son vin pour savoir si l'alchimie s'opère entre les promesses du soleil et son goût. En attendant, peut-être, un triomphe. Nous évoquions tout à l'heure, en commençant ce journal, la journée du patrimoine. Vous allez découvrir un site vraiment pas facile d'accès, mais qui vaut la peine. Il s'agit d'une chapelle romane, gothique à la fois, plantée au sommet d'une montagne d'Auvergne. Si difficile d'accès que sa restauration se fait par la voie des airs grâce à un hélicoptère. Gérard Dalmaz, Daniel Lefebvre, reportage. Aujourd'hui, 53 paquets de 300 kilos partant par le ciel. Le poids à payer pour monter à 1200 mètres les matériaux de la restauration d'une chapelle couronnant un ancien volcan à Chastel-sur-Murat, non loin du plomb du Cantal. Depuis trop longtemps, l'édifice était abandonné aux intempéries et à l'écrin du silence de la solitude. Bâti de diverses roches basaltiques du XIIe au XVe, Saint-Antoine va revivre en un an grâce à 3 entreprises hautement spécialisées de Brive, des Deux-Sèvres et du Cantal. Coûte 1,2 million, payé par ministère de la Culture, région, département et commune. Un véritable défi. Nous sommes là dans les conditions un peu extrêmes. Un site totalement isolé, il faut monter les matériaux, il faut arriver à travailler, pas d'électricité, pas d'eau, donc il faut également monter l'eau pour faire le mortier. Effectivement, des conditions difficiles pour un patrimoine qui était à l'abandon, mais sur lequel nous nous attachons quand même à intervenir. 100 tonnes à hisser pendant ce premier mois des travaux, dont seul le rude climat décidera de l'avancement. Aux commandes de l'hélicoptère, un ancien pilote d'essai devenu un as des chantiers difficiles. Chaque chantier est différent, ses difficultés différentes, et à chaque chantier, personnellement, j'apprends beaucoup de choses. Ce qui est le cas encore ici. Là. Auvergne, 2000 monuments bénéficiant de la protection de l'État. Pour Saint-Antoine, ce sera une résurrection. Quant à la toiture, elle sera faite à nouveau de plaques de lave, matériau quasiment éternel. Logique pour un lieu consacré à l'éternel. Je vous rappelle que les journées du patrimoine, c'est aujourd'hui et demain dans toute la France. Du surf des airs maintenant, compétition internationale remportée par un Français cet après-midi au-dessus des Alpes suisses du côté de Zurich. Le gagnant s'appelle Patrick de Gaillardon. Le voici en action.
Redescendons sur terre avec dans un instant la météo. Sophie Davant, petite amélioration au nord et à l'est du pays, dégradation par le sud-ouest et toujours une situation difficile en Guadeloupe. À 20h50, vous ferez la fête avec Michel Drucker. 23h, Classic Star, c'est un nouveau rendez-vous avec Ève Ruggieri, un carrefour entre la musique classique et la variété. L'invité sera Michel Sardou. Le dernier journal, c'est aux alentours de minuit avec Florence Dauchet. Quant à nous, si vous le voulez bien, on se retrouve demain à 13h ici même. Au revoir, à demain, bonne soirée.